Bonjour à tous et bienvenue. Donc, c'est notre premier webinaire de l'année, donc qui est consacré aujourd'hui donc au référencement naturel à l'ère de l'IA. Et donc aujourd'hui, on reçoit Johan Théron, expert en référencement naturel et consultant IA, qui va animer ce webinaire avec nous. Alors, aujourd'hui, donc dans le cadre de notre programme d'accompagnement autour du numérique, donc l'équipe numérique, donc moi-même, donc Soraya, conseillère numérique à la Chambre de commerce du territoire de Belfort, ainsi que Amélie Morel, qui est là pour modérer euh, le webinaire, qui va répertorier toutes vos questions et accueillir tous les participants. Donc, on vous propose un webinaire grâce à nos partenaires, donc le programme CAP numérique, la région BFC et le programme des conseillers numériques. Et comme à son habitude, donc le webinaire s'inscrit dans le cadre du dossier La Boutique, dont la thématique aujourd'hui, donc c'est la visibilité à l'ère de l'IA. Et on retrouvera justement sur ce site le petit témoignage de Johan, notre intervenant du jour, ainsi que le support et le replay que Amélie va vous mettre à disposition à la suite de l'événement. Voilà. Et avant de laisser la parole à Johan, un petit laïus pour les participants de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous retrouvez ici la liste des conseillers locaux. Vous pouvez les contacter pour toutes les questions relatives à l'accompagnement numérique et on vous remettra l'annuaire dans le fil de discussion. Et puis ben, maintenant, je vais laisser place à la parole à Johan Théron, donc notre intervenant du jour, donc, qui va nous expliquer qu'est-ce que le référencement en 2026, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui devient clé, donc comment se préparer. Très bien. Eh ben, enchanté, bienvenue à ce webinaire du coup. L'idée, ça va être de faire un petit tour sur l'impact de l'arrivée de l'IA dans le référencement et voir un peu ce que vous pouvez faire de votre côté, même sans être forcément un expert sur le sujet. Il y a l'arrivée de l'IA change quelques petites choses, mais c'est pas non plus Il fait chaud. une révolution profonde dans la pratique vraiment du SEO. Alors évidemment, l'IA en elle-même est une révolution profonde, hein. Mais dans ce métier-là spécifiquement, il y a des évolutions, mais c'est pas non plus une révolution totale. Et, en revanche, ça permet peut-être de recadrer un petit peu ce que c'est que le vrai SEO, c'est-à-dire essayer de répondre finalement aux questions des utilisateurs. Et donc de s'adapter et pas forcément d'essayer de trouver quelle est la petite astuce qui permet de nous remonter, qui va marcher pendant un temps, mais pas forcément sur le long terme. Donc paradoxalement, l'arrivée de l'IA nous oblige à nous reposer la question de ce que veulent les humains sur un site internet. Donc c'est vrai que l'IA, à travers le fait que les personnes se mettent à s'en servir de plus en plus pour des recherches même assez simples, pose la question de la pertinence de l'existence d'un site internet demain. Si je peux demander ce que je veux sur telle ou telle information, est-ce que j'ai encore besoin de Wikipédia? Est-ce que j'ai encore besoin d'un site qui va essayer de faire des articles experts sur tel ou tel sujet? Si demain l'IA est capable de faire mes courses à ma place, ce qu'elle est déjà quasi capable de faire, pourquoi j'ai encore une boutique en ligne? En fait, c'est pas simple. Je suis pas Madame Soleil. Je suis incapable de vous dire à quoi ressemblera Internet dans 10 ans à cause de l'impact de l'IA. Ce qui est sûr, c'est que l'IA, elle a besoin d'informations pour se nourrir et que ces informations, aujourd'hui, elle les trouve notamment sur Internet. Pas seulement, hein, bien sûr, à travers les échanges qu'on a avec aussi. Mais l'IA ne sera pas capable de parler de votre entreprise ou de comprendre ce que vous fournissez comme service si vous n'êtes pas présent en ligne. Donc ça restera fondamental d'être présent. Le web va évoluer, ça c'est une certitude. On n'est pas forcément capable de savoir à quoi ça va ressembler demain, de la même façon que quand Internet est arrivé, on était incapable de prévoir l'arrivée de Google, des GAFAM, l'importance des réseaux sociaux, etc. Donc là, il faut rester très alerte sur ce qui se passe. Mais dans tous les cas, il y a déjà des choses qui sont faisables aujourd'hui et qui fonctionnent aujourd'hui. Alors, un petit rappel, le référencement, le SEO, l'idée, c'est une discipline qui permet de positionner correctement son entreprise, enfin son site internet dans les résultats Google. Alors, se positionner correctement sur son propre nom, c'est pas une réussite SEO, hein, c'est juste la moindre des choses. Donc, faites attention quand on vous dit c'est bon, vous êtes bien référencé, quand on cherche votre nom, on vous trouve.
J'aimerais dire, c'est une performance de ne pas réussir à trouver son nom quand on nous cherche. Donc, l'important, c'est qu'on vous trouve sur vos services, sur vos produits, et pas sur votre nom. Et le GEO, finalement, c'est la version pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est Generative Engine Optimization. L'idée, c'est de réussir à faire en sorte que on arrive à optimiser le contenu de son site Internet pour que les IA génératives s'y retrouvent et nous mentionnent. Et le LMO, bah, finalement, c'est plus ou moins la même chose, mais simplement avec un wording un peu différent. Donc, si on vous parle de GEO ou de LMO, bah, sachez qu'en fait, c'est la même chose. Finalement, la finalité de tout ça, bah, c'est de réussir à répondre et à s'y montrer, enfin, répondre que ce soit à Google ou aux IA pour être recommandé, répondre à leurs questions quelque part. Alors, au niveau des mots-clés, donc ça, c'est un des éléments qui est fondamentaux, sur lesquels on entend beaucoup parler. Ça évolue, les mots-clés, hein. C'est-à-dire qu'au tout début de Google, les mots-clés, c'était un ou deux mots. Maintenant, ça peut être carrément des phrases que les gens tapent, et c'est d'autant plus vrai avec l'usage de l'IA. Donc, ce qui est important, ça ne va pas être le mot, il ne faut pas se focuser sur un mot précis exactement, mais peut-être un peu plus sur les nouveaux usages des gens. Alors, je dis nouveau, ça n'a pas évolué d'un seul coup, hein, ça se fait dans la durée. Mais plus ça va, plus on se rend compte que les personnes, elles tapent des phrases complètes, des interrogations complètes. Et évidemment, avec l'IA, c'est encore plus marqué. Et pour savoir lesquels, bah, vous avez plusieurs outils, plusieurs moyens, mais peut-être le plus simple et celui qui est le plus à votre portée, c'est bah, d'écouter vos clients. D'écouter vos clients, savoir comment ils vous posent les questions, que ce soit en magasin, que ce soit au téléphone. S'ils ne vous en posent pas plus que ça, allez les chercher, demandez-leur comment ils vous ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont tapé. Donc c'est ces éléments-là qui vont vous apporter quelque chose de très concret sur lequel vous positionnez. Et puis, bah, notez-les, notez-les, regardez quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent, pour pouvoir essayer d'y répondre directement sur votre site internet et ainsi pouvoir ressortir dans les résultats Google sur ces questions-là, mais pas que dans les résultats Google, du coup, dans les résultats sur l'intelligence artificielle. Si c'est des questions qu'on vous pose souvent, c'est certainement des questions qu'on tape aussi souvent, sur internet, quel que soit l'outil dans lequel on les tape. Et de manière générale, essayer de créer du contenu autour de ces formulations-là. Ça peut être des articles de blog, mais ça peut être aussi tout simplement une page de votre site principal. Je vais souvent opposer les deux, hein. C'est-à-dire qu'il y a pour moi, d'une part, le site internet en lui-même, qui lui va parler directement de ce que vous proposez comme service, du contenu de votre entreprise, ou alors de vos produits quand vous faites de la vente en ligne. Et vous avez le blog qui va servir à rendre ça vivant, qui va servir aussi à répondre à des questions peut-être un peu plus précises qui n'avaient pas forcément la place dans une des pages principales du site. Et ce blog-là, c'est souvent négligé parce que ça prend du temps, c'est un peu d'énergie, mais c'est un vrai vecteur déjà de mise à jour du site. Ça sert à montrer votre expertise et ça sert à répondre à des questions précises. Donc du coup, à pouvoir ressortir dans des expressions, qu'elles soient sur Google ou sur les IA. Une part importante également, bah, c'est d'essayer de rester vous-même. Comme le petit exemple que je donne là, si un plombier commence à expliquer qu'il donne enfin, qu'il est expert en solutions hydrauliques d'urgence, ça ne va pas vraiment parler, ça ne va pas être représentatif de ce qu'il est. Donc, continuez à vous exprimer comme vous l'êtes. Vraiment. Essayez pas d'en rajouter. N'hésitez pas à mettre du contenu, mais du contenu qui vous ressemble. Déterminer quelles sont les bonnes expressions, au-delà de ces exercices de base que vous pouvez faire en écoutant vos clients, il peut y avoir des outils, je vous en donnerai un notamment gratuit enfin qui s'appelle HalloScan, vous pouvez le noter si vous voulez, mais je le rappellerai à la fin. C'est des outils qui vont vous permettre d'explorer un petit peu quels sont les volumes de recherche sur les mots, sur les expressions, qui vont vous donner des idées autour de ça. C'est bien si vous arrivez à le prendre en main et à vous en servir en autonomie. Mais explorer ces mots et essayer de trouver d'autres façons de dire les choses, s'assurer de l'intention de recherche derrière une expression, bah ça, vous pouvez monter en compétence sur le sujet, c'est accessible, mais se lancer dedans, ça nécessite quand même un petit peu d'expérience. Donc voilà, ce qui va marcher sur le long terme, c'est vraiment d'essayer d'être honnête dans la façon dont vous vous présentez et pas d'essayer de la faire à l'envers, que ce soit à Google ou aux IA. Il y a eu des périodes où on arrivait à faire ce qu'on appelle du bourrage de mots-clés, où on arrivait à mettre. Il y a même eu un temps où on mettait du texte en blanc sur fond blanc pour que les humains ne le voient pas, mais que Google le lise. Toutes ces astuces qu'on arrive à trouver, elles marchent un temps.
Elle marche un temps en général, hein. Et quand on est identifié là-dessus, non seulement ça ne marche plus, mais en plus ça nous pénalise si on continue de les appliquer. J'ai une agence web quand ChatGPT est sorti, un de mes clients, qui a dit bah, on va essayer de développer notre contenu. C'est-à-dire qu'on sait que nous, on propose du site web, on propose enfin, un peu tous ces métiers et toutes les déclinaisons de ces métiers. Et on a multiplié ça par le nombre de localités en Franche-Comté. Donc on a pris toutes les communes, on a pris toutes ces activités, et on a fait une page par commune activité. Donc il y avait agence web Besançon, agence web Vesoul, agence web tous les petits bleds. On a fait 360 000 pages sur le site internet. Donc là, on est pile poil dans du contenu généré en masse, et ça a très bien marché. Google a mordu dedans, et on a eu 120 000 pages qui étaient indexées. Ça a généré du contenu, ça a généré du trafic, et ça a duré une petite année. Alors c'était super, hein, on peut dire qu'effectivement, à ce moment-là, c'est toujours ça de gagner. Mais sur le long terme, à moins que vous ayez vraiment l'énergie de passer du temps à tout le temps chercher les petites astuces, puis dès qu'elles sont obsolètes, les changer avant de se faire pénaliser et y trouver la nouvelle, si vous n'avez pas ce temps-là, ah ben, à ce moment-là, faites simplement les choses proprement. Et ce sera beaucoup plus pérenne sur le long terme. Donc voilà, éviter les failles algorithmiques temporaires, ça c'est un point de vue, hein, vous pouvez décider de faire autrement, comme je vous disais. Mais si sur le long terme, c'est le plus serein et le moins énergivore. Et essayer de montrer que vous êtes une source de confiance. C'est-à-dire quand vous décrivez quelque chose, n'hésitez pas à citer des sources fiables sur le sujet et à justifier ce que vous expliquez. Je vais vous présenter alors deux cas clients fictifs. Ah, le cas est réel, mais le client ne me permet pas d'utiliser son nom. Mais le troisième cas, ce sera un client qui m'a donné son accord. Donc ce sont des exemples un peu variés pour vous donner les mises en application. On voit que l'arrivée de l'IA, ça va servir de plusieurs façons pour aborder ces sujets-là. Et je vais essayer de vous présenter ça. Ça ne sera pas exhaustif, donc n'hésitez pas à la fin à me poser des questions si vous avez une idée spécifique ou une interrogation spécifique. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'une certaine Sylvie, qui n'existe pas, qui lance son activité de conseil en ressources humaines. Donc, elle n'a aucun site, elle n'a rien du tout. Bah, la première chose à faire, c'est pas forcément de se concentrer sur l'usage de l'IA, c'est de faire les choses de base proprement. Une fiche Google My Business, correctement la compléter, un site même simple. Alors, les sites faits avec IA, pourquoi pas? Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises parce que fabriquer un site internet, ça reste pas un métier, mais des métiers. Donc plus on essaye de shunter des métiers, et plus on se rend compte que ce qu'on a ressemble à quelque chose, mais avec des lacunes malgré tout. Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est mieux que pas de site. Si jamais vous avez pas les moyens d'avoir un site internet, faites malgré tout un site de base. Au moins, vous avez une première présence. Le résultat sera peut-être pas forcément au rendez-vous, mais au moins vous êtes là. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. On va pas sortir de l'argent de son chapeau. Donc voilà, un site de base. On essaye sur ce site, malgré tout, de répondre aux questions de ses clients, comme on l'a vu tout à l'heure. Et même si du coup le site n'est pas particulièrement bien positionné, particulièrement bien réalisé, il répond au moins aux questions. Et donc on va peut-être réussir à avoir un ou deux clients malgré tout par ce site-là. Puis on essaye de le faire vivre. Et ça, c'est probablement un des éléments les plus chronophages. Vous êtes tous concentrés sur votre métier et vous n'avez pas forcément le temps de vous concentrer sur rédiger un article de blog, surtout si ce n'est pas votre domaine de prédilection. Ça peut être vraiment chronophage de rédiger un article de blog. Heureusement, bah, vous avez un assistant IA qui est capable de le faire, que ce soit ChatGPT, Gemini, peu importe, hein, ou Mistral. Ne copiez-collez pas ce qu'il vous donne sans réfléchir. Donc vous êtes l'expert, vous êtes l'humain. Il est fondamental de relire et de vous appliquer à ce que ça vous ressemble. Il y a des techniques pour ça, hein. N'hésitez pas à vous former à l'usage de l'IA. Ça aussi, c'est important. Si vous avez déjà utilisé l'IA et que vous avez été déçu par les résultats, dites-vous bien qu'elle a à peu près l'intégralité des connaissances humaines. Donc si le résultat n'est pas satisfaisant, probablement c'est lié à la façon dont on lui a demandé et pas à son incapacité à savoir nous répondre sur le sujet. Et donc là, ça vaut le coup de se former pour limiter les déceptions et donc se remettre à gagner du temps, voire de la qualité. Avec l'IA, on peut faire de la qualité également. Donc voilà, un article de blog, là en l'occurrence, c'était un article de blog par semaine, donc c'est assez dense hein, malgré tout. Et ça, quand on a l'habitude de le faire, on arrive à faire un article de blog en moins d'une heure, hein. Même quelque chose de vraiment qualitatif.
Et ben, le fait que le site vive, ça permet d'avoir une vie qui commence à se mettre en place. Par ailleurs, elle a eu ses premiers avis clients également, donc ça a renforcé la présence web et la confiance qu'on peut avoir autour enfin, les marqueurs de confiance autour de sa présence web. Et in fine, au bout d'un an, elle commence à avoir suffisamment de présence web pour avoir des premiers retours de clients par rapport à ça. Donc, il n'y a pas forcément un gros investissement en argent, en tout cas. Malgré tout, un peu d'investissement en temps, ne serait-ce que pour s'attacher à faire un contenu qui vous ressemble. Si vous déléguez 100% de la rédaction du contenu à votre agence web, il va falloir qu'elle prenne, elle, le temps de vous étudier et de discuter avec vous pour pouvoir en faire un contenu qui vous ressemble. Dans tous les cas, vous aurez du temps à passer, que ce soit avec le rédacteur ou en rédaction par vous-même. Mais les résultats peuvent arriver malgré des budgets qui sont un peu restreints parfois. Autre exemple, là, plus côté restaurant, avec une entreprise qui est déjà bien en place, mais qui a beaucoup de mal à exister sur le web à cause d'une concurrence qui, elle, est beaucoup plus présente, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que c'est un restaurant qui va fonctionner plus avec des habitués et qui va avoir du mal à acquérir de nouveaux clients et notamment du mal à jouer sur le tourisme. Alors que sur Besançon, on est quand même sur quelque chose qui est très touristique, quoi. Donc, malgré une existence d'une quinzaine d'années, très peu d'avis Google et surtout pas de réponse aux avis, surtout aux avis négatifs. Donc ça fait partie des choses qui sont fondamentaux. Prenez le temps de répondre aux avis qu'on vous fait. Évidemment, prenez le temps d'y répondre de manière diplomatique. Envoyer balader quelqu'un, c'est jamais très constructif. Mais il peut y avoir des faux avis, ça vous l'avez peut-être déjà vécu, des faux avis négatifs. Bah, répondez tout simplement, très franchement, bah, on n'a jamais vu cette personne dans notre établissement, mais on ne l'envoie pas balader proprement parce que ça fait toujours mauvais effet en fait. Prenez le temps de remplir votre fiche Google. Les personnes qui notamment font des recherches locales vont voir vos horaires, vont voir votre numéro de téléphone. S'ils ne sont pas renseignés, ça va être problématique. Donc là, on est encore sur une situation particulière, c'est-à-dire qu'on ne passe même pas par les résultats de recherche Google ou par l'IA. Une simple recherche, une simple présence locale peut nous permettre, à travers la page Google My Business, d'obtenir du trafic, quoi. Donc voilà, sur ces éléments-là, vous avez la main et vous pouvez agir en autonomie. Donc, on optimise sa fiche, on met des belles photos qui donnent envie, des plats, de la salle, et on va mettre en œuvre, là, c'est un des éléments qui étaient fondamentaux, mettre en œuvre ce qu'il faut pour aller chercher des avis. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'IA finalement. Donc, malgré l'arrivée de l'IA, c'est pas une révolution dans les usages de la présence web non plus. Par contre, effectivement, savoir répondre avec diplomatie à un avis sur lequel on peut éventuellement éprouver une très grosse frustration, l'IA va vous aider. Vous allez pouvoir lui expliquer, voilà, mon objectif, c'est de faire ça. Donnez toujours. Alors, c'est une petite astuce, hein. Quand vous discutez avec l'IA, elle a besoin de contexte pour comprendre ce que vous lui demandez. Expliquez-lui quel est votre objectif final. Répond à un avis, c'est pas un objectif. Réponds à un avis de manière diplomatique parce que je veux défendre mon entreprise, etc. À ce moment-là, là, on a un objectif. Et l'IA va être capable de se mettre à votre place et de répondre efficacement à ça. Ça peut être aussi parce que je veux l'envoyer balader proprement. Et c'est pas constructif, mais vous verrez, l'IA est parfaitement capable de l'envoyer balader proprement quelqu'un. Et faire du contenu. Du contenu, là aussi, l'IA va pouvoir nous aider. Donc ce genre d'action, relativement simple, en fait, permet vraiment d'obtenir plus d'avis positifs et sur du restaurant, ça va avoir un gros impact derrière sur la fréquentation parce que les gens se servent vraiment beaucoup des avis, que ce soit les avis Google ou sur d'autres plateformes. Ce troisième cas, donc là, il s'agit de la papeterie Jeanneret à Besançon, enfin à Tise pour être exact. C'est un acteur qui est là depuis très longtemps. C'est de la fourniture de bureaux, hein, et c'est vraiment un acteur qui est très présent, qui a ses habitués et qui est un élément fondamental du secteur sur Besançon. Et en fait, ils m'ont sollicité pour un audit SEO. Et on s'est rendu compte que l'immense majorité, la quasi-totalité de leur trafic était lié, du trafic de leur site web, hein, était lié à des recherches sur leur propre nom. Donc en fait, les seuls gens qui utilisaient leur site internet étaient des gens qui les connaissaient. Il y avait du trafic, hein, des commandes sur le site, ça fonctionnait bien,
Mais finalement, ça ne fonctionnait qu'avec des personnes déjà clientes. Donc ça, c'était assez intéressant et ça les a surpris, ils ne s'attendaient pas à ça. La question, du coup, le problème n'était pas du tout lié à la qualité de l'entreprise, et à l'accessibilité de son site internet, mais vraiment à la capacité, du contenu du site à être bien compris par Google, autrement que sur son nom. Ce qu'on a mis en œuvre, déjà, c'est de l'analyse. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a utilisé l'IA pour essayer de comprendre comment, l'IA voyait leur site internet. Tout simplement en essayant de demander à l'IA qu'est-ce qu'elle pensait de ce site-là, qu'est-ce qu'elle pensait de ses concurrents, comment elle voyait leur présence web, comment elle voyait leur présence sur les réseaux sociaux. Et c'est pas que l'IA a raison quand elle nous répond là-dessus, mais elle nous donne son point de vue basé sur les éléments qui lui ont permis, d'exprimer son point de vue-là. Et si jamais ce que nous dit l'IA ne nous satisfait pas, vous demandez l'IA, tiens, qu'est-ce que tu penses de mon entreprise par rapport à mes concurrents? Si vous n'êtes pas d'accord avec son analyse, c'est parce que finalement, la façon dont vous êtes présent sur le web n'est pas suffisamment claire pour que l'IA l'ait correctement comprise. Donc à ce moment-là, il y a quand même un travail à faire d'expliquer un peu mieux ce que vous faites et comment vous le faites, si l'IA a mal perçu votre façon de faire. Et donc le point de vue de l'IA, vrai ou faux, il est intéressant là-dessus. Juste pour savoir quoi modifier dans son site pour rectifier, entre guillemets, le tir. L'IA nous a également permis, dans leur contexte, de réfléchir aux personas qui représentent les clients types. Et alors, je ne savais pas qu'ils avaient déjà fait ce travail avec une agence de com précédemment, mais une fois que je leur ai présenté ces personas-là, la papeterie générée ont regardé ce que moi j'avais généré, l'ont comparé avec ce que l'agence de com avait fait précédemment. C'était un travail qui a été fait avant l'arrivée de l'IA, hein, donc on sait que l'agence de com l'avait fait avec une vraie intelligence humaine, et le résultat était parfaitement comparable. On était vraiment très très proches. Donc c'était assez satisfaisant du coup, et je suis heureux de ne pas m'être raté là-dessus. Mais voilà, l'IA a été utilisée vraiment comme un outil d'analyse. Et une fois qu'on sait à qui on s'adresse, qu'on sait comment on est perçu, c'est là qu'on va pouvoir corriger son contenu et pas le corriger grâce à l'intelligence artificielle également, hein. Mais on ne va pas demander simplement à l'intelligence artificielle de rédiger le contenu de son site internet, il va falloir qu'on lui explique comment, pourquoi, pour qui, dans quel objectif. Et c'est tous ces éléments-là qui vont permettre à l'IA de nous aider à faire un contenu de meilleure qualité. Si on lui demande juste de rédiger du contenu, on risque d'être assez déçu du résultat. Et Et j'ai eu la chance d'avoir... Pardon? je te coupe un coup, par rapport aux IA quand elles vont scanner justement notre site. Tu m'avais expliqué que, il fallait bien résumer, au début, en partie intro et conclusion, Oui. le contenu Alors, parce que l'IA, parfois, elle scanne un peu trop vite, donc c'est des oui, éléments à garder en tête. Donc je tenais à le mettre en avant pour que tu puisses, l'expliquer un peu ça davantage. marche. En fait, l'intelligence artificielle, c'est pas un outil qui est parfait, hein. On sait qu'il a des défauts. Il y a des défauts qui sont liés à ses données d'apprentissage, mais il y a aussi des défauts qui sont liés à sa façon de lire du contenu. Et empiriquement, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle, lorsque le contenu est un peu consistant, elle a tendance à s'attarder sur le début et sur la fin d'un contenu, d'un dossier, d'un fichier, d'une page, et à négliger un petit peu le milieu. Donc, un des éléments intéressants à faire à ce moment-là, c'est soit de faire un résumé en début ou en fin, ou en tout cas de mettre les informations qui sont fondamentales, pas seulement en milieu de page, mais de les rappeler en fin ou en début. Ces éléments-là, ça permettra à l'IA de mieux les interpréter, de mieux les intégrer. Il y a d'autres éléments, hein, sur lesquels on peut réagir à l'IA. J'en ai fait un article complet, je crois qu'il était prévu qu'il soit dans les sources également, qui est assez consistant. Il a noté aussi qu'on est quand même dans un domaine sur lequel c'est pas une science exacte, hein. C'est-à-dire que les sociétés qui fabriquent des intelligences artificielles, elles ont créé un nouveau poste, c'est l'interprétabilité, c'est-à-dire qu'ils payent des gens pour essayer de comprendre pourquoi l'IA a donné ce résultat-là. Il y a vraiment un côté imprévisible dans les résultats de l'IA, une qualité et un défaut selon les contextes, mais on est dans une situation où le GEO est déjà complètement empirique, mais ça c'est déjà un peu vrai pour le SEO également, mais est mouvant. On est sûr de rien en fait. Il n'y a pas de science précise qui dise le GEO, fonctionne pile poil comme ça, et on en est sûr et certain, et ça va marcher à tous les coups.
Donc en fait, ça renforce encore le côté dont je parlais en intro, d'être sincère et honnête dans les informations qu'on met en ligne, et parce que la finalité de tout ça, malgré tout, que ce soit pour Google ou que ce soit pour les intelligences artificielles, la finalité, c'est de donner un résultat qui est pertinent. Parce que si le résultat n'est pas pertinent, on va arrêter d'utiliser ces outils-là. Donc, pour que le résultat soit pertinent, il faut que nous-mêmes, on ait donné des informations pertinentes et pas essayer de bidouiller les choses. Donc, quoi qu'il arrive, si vous restez honnête, franc, pertinent sur le long terme, ça sera payant. Parce que les algorithmes vont évoluer, la façon d'analyser votre site va évoluer, mais la finalité reste la même. Et donc, à partir du moment où vous donnez les éléments nécessaires à cette finalité, vous savez que d'une façon ou d'une autre, sur le long terme, ce sera payant. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir un retour de la part de la papeterie Jeanneret à 6 mois après, et où on a réussi à doubler le trafic du site internet sans changer le nombre de recherches de trafic qui est lié à leur nom précisément, mais on a vraiment réussi à aller chercher cette fois-ci des recherches sur des produits, sur des services, et l'étape d'après, cette fois-ci, ce sera d'augmenter le taux de conversion. Et ça, c'est encore en cours de travail. Donc voilà, si je devais un peu résumer l'ensemble, du coup, avant, c'était relativement simple. Les premières années du référencement, il suffisait de mettre quelques mots-clés, il suffisait de donner quelques directions et on arrivait à facilement être visible. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Le contenu a explosé sur Internet. La majorité du contenu qui existe sur Internet aujourd'hui est créé par des IA, des machines, et pas par des humains. Donc la majorité, le volume présent a explosé, ce qui veut dire que en termes de contenu à analyser, c'est pour Google, ou pour les IA, ça coûte beaucoup plus cher, c'est encore plus touffu. Et il y a quelque temps, Google a annoncé qu'ils abandonnaient l'idée d'essayer d'indexer et donc de référencer 100% du contenu du web. Ça, c'était leur objectif. L'arrivée de l'IA a rendu cet objectif caduc. Et maintenant, ils cherchent plus à se concentrer sur les éléments les plus pertinents. Et ils ne vont pas forcément indexer tout le contenu. Bon, ça reste quand même une bonne part du contenu qui reste indexé. Et Google ne dit pas et ne mentionne pas que le contenu par intelligence artificielle ne sera pas indexé. Pour Google, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, fait par un humain ou fait par une IA, est-ce que ce contenu est pertinent? Si ce contenu est pertinent, qui répond à une question, à ce moment-là, ce contenu sera mis en avant. Donc, encore une fois, faites un contenu expert, faites un contenu utile qui répond aux questions de vos clients. Cherchez la validation sociale, les avis clients, les mentions par d'autres sites. On appelle ça du backlinking, le fait d'avoir un autre site qui parle de vous. Donc, voyez avec vos confrères, essayez de faire des échanges, des articles croisés, des choses en commun. Faites des liens entre vos sites. Vous soutenez finalement votre site en même temps que celui de votre confrère. Et si ce n'est pas un confrère, que c'est un concurrent, bah, cherchez peut-être un confrère sur une autre zone de chalandise. Mais faites en sorte qu'on parle de votre site. Restez cohérent si vous êtes en mode multicanal. Gardez les mêmes infos des deux côtés, puisque de toute façon, ces infos vont être épluchées. Si sur votre site internet, vous n'avez pas les mêmes horaires, pas le même numéro de téléphone et pas le même discours que sur votre Google My Business, ça sera un problème. Et tâchez d'être à jour, de mettre votre contenu régulièrement à jour, pas de contenu obsolète, ça c'est important. Et si vous pouvez maintenir un blog vivant et pertinent et sur l'actualité, ça dépend des domaines d'activité, on ne peut pas toujours, mais ça va apporter des choses également. Donc, les éléments à faire, de votre côté, la première chose à faire, mais ça, bon, limite, je parle en tant que référenceur, c'est faire un audit de où vous en êtes. Où en est votre site? Est-ce qu'il a des lacunes techniques? Est-ce qu'il a des lacunes sémantiques ou de popularité? Comment il fonctionne? Quel est son trafic actuel? Et tout ce qu'il y a en périphérie de votre site internet. Donc ça nécessite pour le coup une intervention d'un professionnel. Ça vous permettra de savoir où vous allez. Mais si vous ne faites pas cette partie-là, ça ne vous empêche pas de faire la suite. Simplement, vous accélérerez dans le brouillard. Mais ça restera une accélération. Et les autres actions que vous pouvez faire, même sans savoir où vous allez, c'est vous occuper des questions les plus importantes de vos clients et y répondre. De travailler particulièrement les avis clients, leurs réponses, et d'aller en collecter des nouveaux. Et de vous préparer un calendrier éditorial pour un blog sur votre site internet et de faire un contenu régulier. Si vous n'y arrivez pas chaque semaine, faites-le toutes les 2 semaines ou tous les mois, mais faites quelque chose de régulier.
Ça, c'est important. Et donc, ces trois éléments-là, vous pouvez le faire même si vous ne faites pas un audit de votre site Internet. Simplement, vous n'aurez pas trop d'idée de où vous partez et où vous allez, mais ça restera des actions qui sont concrètes et efficaces. Voilà pour moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter et je suis disponible pour vos questions. La première question, donc il y a 2 personnes qui ont posé, cette question. C'est comment faire, pour questionner l'IA et comment faire du coup pour savoir avoir une petite analyse SEO, de la part de l'IA? Donc est-ce que tu aurais, un exemple concret, ben, une sorte de on pourra leur proposer après un petit prompt à emporter plus tard, mais de dire, comment je questionne l'IA pour savoir, quelle est la qualité de mon référencement SEO? Ce serait la 1re question qu'on a. Alors, la première chose, c'est que l'IA, elle n'est pas capable de faire le tour de votre SEO. Elle n'est pas capable d'analyser la volumétrie de recherche sur des mots-clés. Elle n'est pas capable de faire un audit technique de votre site, même si elle va pouvoir regarder deux, trois petites choses. Il y a des outils pour ça qui sont assez efficaces, même s'ils peuvent avoir leurs limites. Donc, l'IA, elle ne va pas faire le tour de tout ça. Ça nécessite. Alors, en outil, je vais vous en donner deux dans le chat. On a Alloscan, qui est un outil qui va vous permettre d'analyser la volumétrie de mots-clés et puis de trouver des idées de mots-clés. Et on a la grenouille hurlante, Screaming Frog, qui est un autre outil qui, lui, est téléchargé et qui va faire une analyse technique de votre site. Simplement, cet outil, c'est un outil professionnel très pointu. Demandez à l'IA de vous aider à vous en servir. Et justement, ça, c'est une des qualités de l'IA, de pouvoir vous guider sur l'usage de ces outils-là. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui cloche dans votre site Internet. Ces outils-là vont vous aider à vraiment pouvoir trouver les problèmes techniques du site. L'IA, elle, là où elle va vous accompagner efficacement, c'est vous donner son point de vue sur votre site, sur vos services par rapport à vos concurrents. Et alors ça peut se faire d'une façon relativement simple. Je vais repartager mon écran. Et Johan, on nous demande si ces outils que tu as partagés sont payants? Alors, ils ont une version payante, une version gratuite. Donc, C'est des sur des freemium, sites d'accord. vitrines, ça sera largement suffisant. Par Mmh. exemple, Screaming Frog, il est limité à l'étude de 500 URL de votre site, sachant qu'une image est une URL, donc dans une seule page, vous pouvez avoir une dizaine d'URL, mais sur n'importe quel site vitrine, ce sera suffisant. Dès que vous avez de la vente en ligne, ce sera trop short. Et Alloscan est gratuit jusqu'à un certain nombre d'usages par jour. Et simplement, je ne peux pas prendre le temps de vous expliquer comment marchent ces outils et voir leurs Mmh, mmh mh. interfaces, mais c'est les outils que moi j'utilise dans le cadre d'audit SEO. J'utilise pas que Alloscan, j'utilise d'autres outils comme ça, mais ces outils-là, Slingfrog, c'est ma référence pour l'audit technique, par exemple. En utilisant cet outil-là, vous utilisez exactement le même que moi quand je fais des audits. Très bien. Bah, on pourra mettre les liens avec le replay comme ça, pas de souci. Ok. Donc là, je Et vous partage rapidement oui, vas-y. l'exemple de recherche que je vais pouvoir faire sur une entreprise. On va reprendre Papeterie Jeanneret, par exemple. Je donne du contexte à l'IA pour qu'elle comprenne ce que je suis en train de faire. Si je lui demande juste d'analyser un site internet et que je lui donne le site sans lui expliquer pourquoi je le fais, je cours le risque qu'elle analyse et qu'elle me réponde quelque chose du genre c'est bon, il a l'air fiable, tu peux commander dessus. C'était pas ma question. Donc si je Bah, lui ju explique pourquoi. ça tombe bien parce que ça répond aussi à une autre des questions qui était: «Comment faire pour affiner ses réponses?» donc tu es en train d'en faire la démonstration. Voilà. Ah ben, parfait. Euh, euh, Oui, tu disais que tu lui donnais du contexte, pour qu'elle oui, je sais pas. comprenne. Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois que je lui explique quelque chose de supplémentaire, je lui donne les éléments pour qu'elle puisse se mettre à ma place et qu'elle puisse répondre à ce que je veux lui demander. Euh, alors, attendez, je reprends juste l'URL. Alors, l'IA, elle a un petit côté fainéant. C'est-à-dire que là, je lui demande tout un tas de choses d'un seul coup. Donc, elle va me faire une réponse qui va me répondre à l'ensemble de tout ça d'un seul coup. Si je reprends chaque élément et que je lui demande spécifiquement analyse la présence sur tel angle de vue ou tel angle de vue, elle va se concentrer là-dessus et faire une réponse plus détaillée sur ce sujet précisément. Donc là, j'ai une réponse un peu généraliste,
Mais si après je veux un avis plus précis sur tel ou tel élément, je vais lui demander un avis plus précis sur tel ou tel élément. Il ne faut pas avoir peur de revenir dessus, de lui demander de vérifier ce qu'elle a fait, etc. Et si vous voulez qu'elle prenne le temps de faire ça de manière un peu plus profonde, voilà une petite fonctionnalité que vous ne connaissez peut-être pas et qui est accessible avec la version gratuite de ChatGPT, mais que jusqu'à 5 fois par mois, c'est la recherche approfondie. Cet élément-là, la recherche approfondie, fait que ça débride le temps de recherche sur ChatGPT et où il va vraiment fouiller, gratter les choses. Il peut prendre plusieurs minutes à vous répondre, hein. Moi, le plus long que j'ai eu, c'est 58 minutes le temps de réponse. Mais souvent, c'est plus autour des 10 minutes. Et dans ce contexte-là, il n'est pas limité sur la taille de la réponse, mais sur le nombre de recherches qu'il fait. Donc voilà, avec la recherche approfondie, vous aurez une réponse beaucoup plus fouillée que ce qu'on vient d'avoir là. Après, il y a une autre série de questions qui peut, se regrouper, Dis-moi. c'est la question du choix de quelle IA. Mhm. Donc, il y a une personne qui nous dit qu'elle a tendance à utiliser, par exemple, Google Gemini en mode raisonnement et elle pense que c'est préférable de croiser les IA. Seulement, ça prend du temps et elle aimerait savoir ce que tu en penses. Et pour répondre en même temps à cette personne, je pense que ça répondrait aussi avec, une autre personne qui souhaiterait savoir Hem, s'il y a des IA plus faciles, pour les débutants et comment savoir si, quelle IA utiliser, voilà. C'est un peu, comment on choisit, comment comparer? Est-ce que tu as, des astuces, ou des commentaires à faire sur ce sujet-là? Voilà. Alors, les IA, elles ont un peu toutes leurs spécificités. Et je rejoins le commentaire qui disait que croiser les IA, ça va permettre d'augmenter en efficacité, mais effectivement, ça prend plus de temps. Donc, ça va dépendre la profondeur dont vous avez besoin sur l'analyse. Si c'est une question un peu triviale, à ce moment-là, une simple demande suffira. Si j'essaye vraiment d'analyser ma présence web et son point de vue sur les IA, eh ben, par définition, il va falloir que je demande à plusieurs IA pour avoir ce point de vue pour chacune des IA. S'il est cohérent, si dans l'ensemble, bah, c'est que au moins mon entreprise a été perçue de la même façon à chaque fois. S'il y a des différences, bah, ça peut être tout simplement lié à des moments où il y a eu des différences sur mon site internet et sur la façon dont il a été renseigné et sur les phases d'apprentissage de l'IA. Dans tous les cas, ça va donner des informations intéressantes à éplucher, même si on ne sait pas d'avance quoi. Les IA, elles ont différentes qualités. Moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT parce que, à mon sens, c'est celui qui a la meilleure plume, c'est celui qui écrit le mieux. Et dans mon contexte, j'ai besoin d'écrire régulièrement, donc j'ai besoin d'avoir la meilleure qualité d'écriture possible. En revanche, pour l'analyse de données, Gemini va être meilleur, notamment à travers un outil qui s'appelle NotebookLM, donc qui est un outil gratuit fourni par Google, et qui est extrêmement bon pour l'analyse de documents, de multiples documents, de documents complexes et profonds. Donc, de ce côté-là, ça m'arrive très régulièrement de faire, par exemple, des recherches du brainstorming avec ChatGPT, de faire de l'analyse de documents à partir des éléments retrouvés par ChatGPT avec NotebookLM, et d'éventuellement faire une présentation sous forme de PowerPoint exactement de la même façon que ce que je vous ai montré avec Gamma. Donc, Mistral a de très très bonnes qualités. La première, c'est déjà d'être européen. Mais il n'est pas au niveau en qualité d'écriture, et ça me frustre un peu. Donc, du coup, je ne les utilise pas autant que j'aurais aimé. Mais oui, il y a plein d'IA différentes. Mais les IA les plus quali, ça va rester ChatGPT, ça va rester Mistral, Perplexity et Et Gemini. Claude, Et qu'est-ce que tu en Claude, oui. penses? Claude est excellent, Mm, mais surtout pour le code. C'est un D'accord, codeur, Claude. mm. Et on a fait des programmes complets avec Claude qui fonctionnaient. d'accord. Mais sur le plan d'écriture et recherche, je ne m'en suis pas servi. D'accord et du coup, ça rejoint une autre question qui se demandait, du coup, la personne trouvait qu'il y avait souvent des réponses obsolètes, donc pour le codage informatique, bah, du coup, Mhm. on va plutôt lui conseiller, Claude, voilà. Oui, Ça va répondre sachant à sa que question. Sachant que ça n'empêche pas. Alors, les IA, elles ont des phases d'apprentissage Mmh, et après des phases de conversation. C'est-à-dire qu'elles pourraient apprendre en continu, mais la dernière fois qu'une IA a été rendue publique et en apprentissage continu, c'était en 2016 sur Twitter, un chatbot fourni par Microsoft qui est devenu raciste en 24 heures qu'ils ont été obligés de débrancher.
Donc maintenant, les fournisseurs d'IA ne font plus la bêtise de rendre l'IA, enfin, de lui permettre d'apprendre en direct de toutes les interactions qu'elle a, parce que manifestement, les interactions avec les humains ne rendent pas les IA plus intelligentes. Il faut filtrer les conversations pour ne conserver que ce qui va être pertinent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une phase d'apprentissage, et une fois que cette phase d'apprentissage est finie, l'IA, elle va avoir une base de connaissances qui s'arrête à cette date-là. Même si le mot base de connaissances est impropre, mais ça, il faudrait aller dans le détail de comment fonctionne une IA. Simplement, ce qui lui permet après d'être à jour, c'est les recherches web. Et donc, si l'IA, elle vous fait un résultat sans faire de recherche web, il ne peut pas être plus à jour que la fin de sa date d'entraînement. Et donc, du coup, il faut explicitement lui demander de faire des recherches si jamais on veut quelque chose qui soit absolument à jour. Et du coup, ça rejoint une des questions. Il y a une personne tu as parlé de recherche approfondie. Il y a une Oui. personne qui se demandait si tu pouvais montrer ce que c'était qu'une recherche approfondie. Alors, Voilà, est-ce qu'on peut... je vais pas la lancer en live parce que c'est un peu trop long, Oui, mais je vais vous montrer à quoi ça montrer où ressemble. c'est, comment Mm. comment y accéder, peut-être, ça peut être une petite astuce, voilà, très terre à terre. Alors, donc là, on est sur mon interface ChatGPT. La recherche approfondie, aujourd'hui, elle est présente sur ChatGPT. On va sans doute la voir arriver dans d'autres IA parce que c'est vraiment, pour moi, la meilleure fonctionnalité des IA. Donc, il est très probable que très vite, on le voit dans les autres IA, si ce n'est pas déjà le cas pour certaines. Mais pour l'instant, moi, je m'en sers à côté de ChatGPT et je vais vous montrer un exemple d'usage de la recherche approfondie. Donc voilà, là, je travaillais pour l'agence Airpur qui est à Ornans, une agence de relations de presse. Et l'idée, c'était d'utiliser le ChatGPT pour répondre à un appel d'offres. Ce qu'on a pu faire à 80%. Donc ça veut dire qu'on a économisé 2 jours de travail en 1 heure. Première étape, je plante le décor. Je veux regarder, je lui demande d'explorer le site de l'agence pour laquelle on travaille. Et je lui donne l'objectif. Je te demande ça parce que je vais travailler pour elle à travers diverses questions. C'est un objectif qui est flou, mais il y a suffisamment d'informations pour qu'il comprenne qu'on va bosser pour cette boîte-là. Donc, il me fait un point sur l'entreprise. Et là, du coup, il met dans sa mémoire de conversation, dans l'historique de la discussion, toutes les informations qui concernent cette entreprise, avec le point de vue de on va travailler pour elle. Donc ça, j'alimente sa mémoire de travail, entre guillemets. Puis, je lui dis on va répondre à un appel d'offres pour le département des Vosges. Voilà l'URL du site en question sur lequel on va travailler. Je cherche une agence de relations de presse. Renseigne-toi sur l'entité. Donc, en fait, il se renseigne sur mon client et sur le client de mon client. Donc là, il connaît les 2 entités pour lesquelles on va travailler. Là, je lui fournis l'appel d'offres à proprement parler. Il y a 2-3 allers-retours sur lesquels je ne vais pas me pencher parce que c'est un peu hors contexte, mais ce n'est pas grave. Il fait une réponse pour dire ce qu'il pense de cet appel d'offres. Je précise 2-3 sujets. On discute autour de ça. Je lui donne des exemples d'appels d'offres qui ont été réussis pour qu'il comprenne à quoi ça ressemble quand ça a bien fonctionné. Et on discute. Vous voyez, ce n'est pas juste je mets un prompt et j'attends le retour. Je lui donne des informations, je m'assure qu'il ait bien compris, je reviens vers lui, je précise les éléments, exactement comme je causerais avec un collègue sur lequel on est en train de bosser à 2 sur un sujet. Et là, je lui dis, toujours en gardant en tête l'importance de la connaissance du territoire, etc., fais-moi les recherches nécessaires et les propositions originales pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Et quand j'ai écrit ça, dans le chat, j'ai sélectionné ici « Recherche approfondie ». Et il y a ces éléments-là qui sont apparus. Et lorsque je fais ça, la réponse de ChatGPT, c'est de me poser des questions pour s'assurer qu'il a bien compris tout ce que je lui ai demandé. Et là, on voit, il me pose 4 questions. Je réponds du mieux possible à ces questions-là. Et là, après, il est parti. Il a cherché 18 minutes, il a fait 71 recherches Google dans 15 sources différentes. Et il m'a fait une étude stratégique du territoire des Vosges avec une analyse de SWOT. Et là, vous voyez, si vous avez déjà un peu utilisé l'IA, vous voyez que la taille des réponses n'a rien à voir par rapport aux réponses habituelles. Là, il me fait une analyse complète du territoire. Il va chercher tous les points forts, tous les points faibles. Il va chercher tous les éléments qui peuvent avoir un lien avec notre sujet, la réponse à l'appel d'offres. Il me propose un fil rouge, l'art de vivre au vert, etc., etc., etc. Et donc là, j'ai une qualité de réponse. Ces recherches-là qui ont été faites, c'était l'équivalent de 2 jours à 2 personnes par l'agence Airpur. Donc ça, c'est un exemple de recherche approfondie. Comment créer des posts pour les réseaux sociaux à partir d'un site internet? Donc j'imagine qu'elle a déjà du contenu sur son site internet, avec sa façon de rédiger, et elle aimerait avoir un petit conseil sur, comment utiliser l'IA,
pour tirer parti de ce qui est déjà rédigé. Donc c'est de la part de Laetitia. Et je me suis dit peut-être que tu pourrais répondre avec voilà, des exemples que toi tu as déjà vécu sur comment Bien corriger sûr. les réponses de l'IA pour qu'elles correspondent bien à ce qu'on fait déjà. Enfin, je pense que tu l'as bien exposé tout au début, cette façon d'utiliser l'IA et rassurer aussi Nathalie sur le fait que de voilà, remanier ce que lui offre l'IA. Voilà. Alors déjà, on n'a Je te laisse jamais tort de répondre. remanier ce que nous offre l'IA. Parce que finalement, c'est nous l'expert, c'est nous le spécialiste dans notre domaine, et si on n'est pas à l'aise avec ce que l'IA nous a donné, il n'y a pas de raison de le garder. C'est nous qui avons raison. Donc si Mm. jamais le contenu ne lui plaît pas, le reprendre à sa sauce, c'est évidemment la bonne solution. L'idée, ce serait de voir comment faire en sorte pour que le contenu lui plaise plus, qu'il y ait Oui, moins à que ce retravailler. soit... Ouais. Mm. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons que moi j'aime beaucoup, plutôt que d'essayer de lui décrire quel style on veut, l'IA, c'est quelque chose qui a appris par l'exemple. C'est vraiment le fondement, le cœur de l'IA. C'est qu'on lui donne plein de choses à lire, à éplucher. C'est un ogre à manger des données. Et de ces données, elle en déduit un fonctionnement. Et c'est un outil qui fait des statistiques. Donc si jamais on lui donne toutes les informations qu'il y a sur Internet, elle fait une réponse avec une soupe moyenne dans le style de langage, modulo les consignes qui lui ont été données à son entraînement. Une des façons de faire, c'est, si en plus elle rédige déjà, c'est de fournir à ChatGPT, par exemple, ou à une autre IA, hein, des fichiers avec 2-3 pages rédigés avec son style. Et une fois qu'on lui a fourni ça en PDF ou en copier-coller, lui dire, bon voilà, maintenant tu me rédiges tel élément en gardant mon style d'écriture. Et c'est du coup beaucoup plus simple que d'essayer de lui décrire notre style d'écriture. Simplement en lui donnant un exemple, elle va être capable, un exemple assez consistant, hein, 300 mots, ça sera un peu short, mais 2-3 pages à 4, ça sera suffisant pour que l'IA soit capable d'imiter votre style. Ça ne sera pas parfait, il y aura toujours des petits trucs à gauche à droite, mais ça sera déjà beaucoup plus conforme à ce que vous faites. Une autre façon, ça pourrait être aussi de donner à l'IA la consigne d'éplucher à nouveau le site internet en se concentrant sur le style rédactionnel du site. Puis après, de respecter le même style rédactionnel que celui du site internet. Et dans ce cas-là, elle arrivera à s'approcher de ça. Évidemment, il peut y avoir encore des petites touches, des petits défauts, mais globalement, ça posera aucun problème. Et de cette façon, moi, pour l'instant, par exemple, j'ai des clients pour qui je fais du blogging. Je rédige des articles de blog. La dernière fois que c'était pour un expert comptable, donc en plus dans un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Et la dernière fois qu'il m'a demandé de faire des corrections dessus, c'était pour mettre en italique le mot win-win, parce que c'était un anglicisme. Mais c'est la seule modification qu'il m'a demandé sur un article de 1500 mots. Du coup, elle te confirme, que, bah, c'est bien ce qu'elle fait, hein. Elle l'utilise aussi pour D'accord. corriger ses défauts, enfin ce qu'elle trouve être des défauts, et trouver des titres, voilà, pour synthétiser, ce qu'elle a rédigé. Et donc du coup, je trouve que c'était bien parce que tu avais les 2 profils, du coup Nathalie qui rédige beaucoup et peut-être Laetitia, qui a déjà des contenus rédigés et qui va nourrir ce qui existe pour créer, des posts sur les réseaux sociaux. On a une petite question qui est ben, de l'ordre de savoir si tu connais, enfin, si, en matière de données, voilà, enfin, si tu connais tu peux parler des limites, je pense, en tant que professionnel, tu fais assez attention Mm. aux données que tu donnes à l'IA. Voilà, je pense que c'est quelque chose auquel tu fais attention, mais voilà. On peut dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'était plutôt la visibilité. Donc Mais c'est on peut sûr faire un que tour rapide là-dessus, hein. on peut faire un Euh, petit tour. Ouais. Par définition, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, si jamais il y a une IA qui est gratuite, c'est parce qu'elle y trouve son compte. Facebook, c'est gratuit parce qu'il y a de la pub. Google, c'est gratuit parce qu'il y a de la pub. Il n'y a pas de pub sur ChatGPT. Pourquoi c'est gratuit? Parce que les données qu'on lui fournit, va ça servir pour entraîner son modèle. C'est pareil avec NotebookLM, Gemini, Mistral, etc. Même s'il y a une politique de confidentialité, elle est officielle, on y fait confiance ou pas. Mais par définition, ces modèles-là ont besoin de données pour s'entraîner. Il y a certains modèles pour lesquels c'est explicite. NotebookLM nous dit clairement que lorsqu'on passe en version payante, il n'utilisera plus les données qu'on fournit pour entraîner son modèle. Ce qui sous-entend qu'en version gratuite, il s'en sert. Donc à vous de voir le niveau de sécurité que vous voulez donner. Si jamais vous êtes en train de trier
des CV et que vous essayez d'utiliser l'IA pour trier des CV, est-ce que ces CV sont de toute façon disponibles en ligne ou pas? Ou est-ce que vous êtes en train de transférer des données personnelles à un modèle qui va s'entraîner dessus? Moi, par exemple, sur NotebookLM, j'ai utilisé NotebookLM, je lui ai fourni tous mes contrats d'assurance parce que je me suis blessé avec une tronçonneuse et j'ai demandé à l'IA de m'aider à savoir quel contrat d'assurance me couvrait pour ça et me rédiger les courriers et me dire à qui les envoyer et assurer le suivi de comment ça se passe et comment je réponds à mon assurance. Et ça m'a énormément soulagé. Alors effectivement, j'ai mis mes comptes rendus médicaux à NotebookLM. Mais c'est personnel, j'ai fait le choix de faire ça. Je ne l'aurais pas fait forcément avec ceux de quelqu'un d'autre. Si vous Après avez un doute, voilà, je trouve que c'était bien que ce que tu as montré aujourd'hui, c'était adapté au on parlait de rester visible, donc notre objectif, c'est quand même d'être visible pour les gens qui font des recherches, nos clients qui font des recherches sur, une IA. Si l'IA nous co plus l'IA va nous connaître, dans ce domaine et nous reconnaître, je pense que plus c'est bon pour notre visibilité. De toute façon, avant, on acceptait que Google scanne notre site. Là, la question notre discours publicitaire, notre discours commercial, s'il est, voilà, s'il est en comme ligne, tu de toute disais, façon, il est accessible et intégré dans les voilà. moteurs d'IA. Ça, Et, c'est sûr. du coup, tu parlais du coup de, de ce choix de payer aussi. En version payante, en tout cas, il y a plus de fonctionnalités. Toi, tu utilises la version payante de ChatGPT? Oui, alors la différence, elle n'est pas sur elle est sur peu de fonctionnalités supplémentaires. Au niveau des GPT, il va y avoir la possibilité d'en créer qu'on n'a pas en version gratuite. C'est surtout le nombre d'usages. Par exemple, la recherche Mmh. approfondie, qui est pour moi le Graal de l'utilité de l'IA, parce qu'elle va permettre d'aller faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait, on n'aurait jamais pris le temps de passer 3 jours à faire des recherches, elle va le faire. Cet outil, en version gratuite, on peut s'en servir 5 fois par mois, en version payante, 25 fois par mois. Après, il y a la version à 200 € par mois où là, je ne crois pas qu'il y ait de limite. Mais c'est plus sur le nombre d'usages que sur l'efficacité de ces usages qu'on est bridé. En tout cas, pour Oui. ChatGPT. Je ne connais pas forcément les versions payantes de tous les autres outils. Mais en général, on a suffi. Enfin, j'ai pas le sentiment, mais ça c'est vrai, vraiment un sentiment, Mmh. c'est pas un truc que je peux prouver par A plus B, que ce soit dans l'intérêt des IA, de brider la qualité, Oui. parce que c'est la qualité qui fait qu'on va utiliser cet outil. Brider le nombre d'usages, éventuellement ça peut même générer une frustration et pousser à l'achat, mais brider la qualité, c'est le meilleur moyen pour que les gens aillent chercher un outil qui est de meilleure qualité. Merci beaucoup. Bah, du coup, ça répond bien à une des questions. On confirme bien que la recherche approfondie, elle est même disponible en gratuit, mais Mhm. de manière, plus limitée. Voilà, 5 fois par mois. en 5 fois par mois. Bah, par cœur. OK. Bah, en tout cas, il nous reste 5 minutes et je voulais juste, pour recentrer un petit peu le sujet, on a partagé, ton article sur la GEO. Voilà, si Mhm. tu avais des je pense que cet article, il parle vraiment plus de ce que c'est, quels sont les critères un peu de l'IA pour, nous mettre dans les réponses et donc du coup, je sais pas si tu avais un mot de la fin, une conclusion. On a une autre question qui peut enfin voilà, qui peut t'aider là-dessus. Je reviens sur une des questions du tout début et c'est une personne qui se demande, en fait, c'est une personne qui débute son activité, qui a un seul confrère, dans son domaine et il se demande comment faire pour capter, les termes, les mots-clés, hem, les expressions que vont utiliser ses clients et comment faire de la veille, sur tous Mhm. ces tendances et tout ça, pour bien référencer son site internet. Donc que ce soit, sur du SEO classique ou sur, ce qui se passe aujourd'hui, se référencer. Est-ce que tu aurais pour le mot de la fin, une petite boîte à outils enfin, tu as déjà donné une boîte à outils, C'est Alloscan qui va pour faire le boulot tester, là-dessus. pour scanner ce qu'on a fait et quand on n'a pas encore commencé, en fait, si tu avais un petit mot de la fin là-dessus, peut-être en lien avec ton article aussi, voilà, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Alors, le GEO, c'est la continuité de SEO.
Donc la démarche que vous faites en SEO, elle va avoir un impact dans son GEO, avec les spécificités effectivement qui sont décrites dans l'article, et notamment une dont on a parlé sur les lacunes que l'IA peut avoir à comprendre et à conserver le contenu du milieu d'article, et donc à se concentrer un petit peu sur mettre un résumé en début ou en fin, ou quelque chose comme ça. Mais globalement, la démarche, elle est dans la continuité. C'est presque une seule discipline au final. Donc voilà. Après, pour l'analyse des mots-clés, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est, outre les petits conseils que je vous ai donnés sur écoutez vos clients et basez-vous sur les questions qu'ils vous posent, je vous montre en 30 secondes rapido comment utiliser l'outil Alloscan dans ce domaine-là. Donc je vais repartager mon écran, sachant que cet outil-là est une version gratuite, hein, que vous pourrez utiliser largement. Quand vous arrivez sur l'outil, une fois connecté, vous avez deux éléments, Keyword Explorer et Site Explorer, qui sont là-haut, ou que vous retrouvez en milieu de page quand vous êtes sur la page d'accueil. La partie Site Explorer va vous donner des informations sur la fréquentation de votre site internet. On ne va pas rentrer là-dedans, mais vous pouvez aller explorer ça. Et Keyword Explorer, si là-dedans, par exemple, vous tapez un mot-clé qui correspond à votre métier, l'outil fleuriste, c'est mieux si je ne fais pas de faute d'orthographe. L'outil va vous donner la moyenne de fréquentation, enfin de recherche sur ce mot-là. La partie qui est importante, c'est volume H ici, ça c'est le nombre de recherches par mois sur ce moyen le mot fleuriste, il est cherché 85 000 fois par mois. Et alors, je ne vais pas rentrer dans l'intégralité des éléments, hein. C'est un outil pro avec plein de fonctionnalités de tous les côtés, mais ça peut vous servir à savoir si votre mot-clé sur lequel vous essayez de vous positionner, ou expression, hein, ça marche aussi avec une expression en plusieurs mots, représente un volume de recherche, mais surtout, il va vous donner des éléments. Fleuriste autour de moi, c'est 22 000 recherches, ou bien fleuriste Paris, c'est 3 000, mais aussi, où trouver un bouquet de fleurs? Quel est le salaire d'un fleuriste? Comment faire pour être fleuriste? Alors, répondre à quel est le salaire d'un fleuriste quand vous êtes fleuriste, ça ne va pas vous apporter des clients, ça va vous apporter des demandes de stage. Donc ces questions-là, elles sont à mettre en fonction de votre métier. Par contre, si vous êtes une école de fleuristes, bah, évidemment qu'il faut répondre à cette question, il faut avoir un article de blog sur cette question. Et cet outil, justement, il vous permet d'avoir un panorama assez large et des questions que les gens se posent et du vocabulaire périphérique au vocabulaire sur lequel vous essayez de vous positionner. Voilà, ça c'est vraiment un outil extrêmement précieux, mais la Oui. finalité, c'est d'après rebondir, rechercher plus loin, gratter d'autres façons sur la même thématique de présenter les choses. Je crois qu'on a un petit problème technique, enfin, c'est un petit peu, figé, par rapport Ah, au Alloscan. En fait, on est resté sur l'outil, mais du coup, on va partager le lien direct, ouais. heu, aux participants vers la partie, inspiration pour les outils clés. Ouais, voilà. Donc C'est c'est celui-là, toujours c'est ça? sur Alloscan et c'est toujours, disponible en version gratuite également, tu me confirmes, c'est ça? Oui, oui, Ouais. Alloscan, en fait, Nous, c'est on le nom était du badge. restés, sur la page d'accueil d'Alloscan, D'accord, pardon. Et donc même voilà. maintenant? Là, ça y est, on a vu, mais on n'a pas vu le chemin, mais bon, je pense qu'on va Pardon. pouvoir leur partager, un lien, voilà, un lien rapide. Donc sachez que, bah, c'est si je reprends ce que tu dis, je reformule ce que tu disais, hein. En fait, tu leur proposes de regarder dans le même outil que tu as partagé tout à l'heure, il y avait Screaming Frog et Alloscan et dans Alloscan, il y a la partie si on a déjà un site et une partie avec où tu as tapé fleuriste et où il y a des suggestions. Voilà, donc c'est dans le même outil, qui fait 2 en 1 pour répondre Voilà. à la petite question. Et on nous demande, bah, voilà, de partager les supports et ben, je vous invite fortement à lire l'article de Johan qu'on a partagé et Soraya va partager, une enquête satisfaction. Donc si vous pouvez, si vous pouvez nous laisser un petit avis, voilà, ou même dans le chat si vous voulez nous laisser une petite appréciation ici, sur la discussion, c'est toujours apprécié, voilà, pour qu'on puisse s'améliorer. Effectivement, on n'aura pas pu répondre à l'ensemble des questions. On a essayé de les regrouper par thématique. Il y avait certaines questions qui étaient, vraiment très techniques. Donc voilà. Merci Johan. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais On de sent que rien. tu maîtrises, le sujet sur le bout des doigts et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir,
voilà, les cas de tes clients, de voir comment ça se passe concrètement. Merci. Alors, juste un petit disclaimer sur le Vas-y. GEO. Ça reste un domaine dans lequel on est, et un, sur des connaissances empiriques, et deux, sur des connaissances qui évoluent. C'est-à-dire que je m'estime pas le référent GEO. Je sais comment ça marche. J'ai réussi à faire un article qui me semble assez pertinent et de fond sur le sujet, mais c'est des sujets, ça se trouve, mon article, dans 3 mois, il sera partiellement obsolète. Mais voilà, c'est très particulier parce qu'on est dans un domaine mouvant, un domaine Mmh. nouveau, et je préfère rester un peu modeste sur le sujet. Bah, merci beaucoup.